EDF, reconnu coupable de l'homicide involontaire d'un technicien à la centrale de Dampierre-en-Burly. Cet accident du travail survenu en 2006 avait coûté la vie à Jérôme Courtiol, employé par un sous-traitant. L'homme âgé de 32 ans avait été écrasé contre un mur et un conteneur de 800 kilos. Le tribunal de Montargis a estimé qu'EDF n'avait pas respecté toutes les règles de sécurité. La centrale de Dampierre, qui est en ce moment au cœur d'une polémique, les riverains auraient subi des nuisances sonores durant le mois de décembre, des lâchers de vapeur destinés à compenser une perte d'étanchéité. L'événement a été porté à la connaissance de l'autorité de sûreté nucléaire par l'association Sortir du nucléaire Loire-et-Berry. Explication Pierre Boucheneau, Xavier Nézé. Cela fait plus de 30 ans que Dominique Giraud est installé à proximité de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly et jamais il n'avait eu à supporter ce qu'il a dû subir en décembre dernier. C'est des bruits qu'on n'avait jamais entendus et surtout qui duraient 24 heures sur 24 et sur la durée, toute la journée, toute la nuit. Quand vous entendez passer un train au pied de votre fenêtre, une minute après, vous n'entendez plus passer le train. Mais là, ça passait tout le temps. Et j'ai des amis qui habitent à 2-3 km d'ici, ils l'entendaient aussi dans le milieu du bourg de Dampierre. Donc tout le monde était un peu inquiet. Ce bruit incessant de locomotive à vapeur, c'était effectivement un relâchement de vapeur destiné à compenser une perte d'étanchéité dans le circuit secondaire du réacteur numéro 2 dans sa partie non nucléaire. De manière à limiter cette légère entrée d'air au condenseur et limiter la teneur en oxygène, nous avons cherché à former une barrière de vapeur. Et cette barrière de vapeur, en sortant à l'extérieur de la salle des machines, a occasionné ces nuisances sonores. Et donc je garantis qu'il n'y avait aucun impact sûreté, aucun impact sécurité et aucun impact environnemental pour l'ensemble des riverains. Et pour que les riverains obtiennent ces informations, il a d'abord fallu qu'ils alertent la presse, en l'occurrence le journal de Gien, ce qui a alarmé à son tour une association locale. Ce sont des centrales vieillissantes, les incidents vont certainement se multiplier et un incident peut entraîner un accident, enfin on ne maîtrise pas tout. Donc nous on est très vigilants. Donc nous avons téléphoné directement à l'autorité de sûreté nucléaire le 6 janvier. Ils nous ont appris qu'ils n'avaient pas connaissance de l'incident. Nous leur avons envoyé copie de l'article du journal de Gien. Ce que confirme l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. Il y a eu manifestement des nuisances que nous n'avons malheureusement pas pu constater puisque nous avons été prévenus trop tard. Donc là, s'il y a un message à faire passer, c'est informez-nous. C'est-à-dire le public qui a ces problèmes-là, il faut nous informer le plus tôt possible pour que nous, on puisse agir rapidement. Mais n'est-ce pas étonnant qu'une institution officielle chargée de surveiller la sûreté nucléaire en soit réduite pour l'occasion à attendre des riverains d'une centrale qu'ils l'informent d'un tel dysfonctionnement ? Tout à fait. C'était à la centrale de nous prévenir. D'ailleurs, dès qu'on a été informé, je pense dans le quart d'heure qui a suivi, nous avons appelé la centrale et nous lui avons rappelé à ses obligations d'information. Ce qui fait conclure à Michel Rivasi, fondatrice de la CRIRAD, qui en 1986 avait démonté le mensonge d'État sur le nuage de Tchernobyl et qui était de passage dans le Loiret pour présenter un film sur cette catastrophe. Ça veut dire que depuis, vous voyez, 30 ans, depuis 86, qu'il y a eu cet accident de Tchernobyl, où le nuage radioactif a traversé nos frontières, où il y a eu un mensonge d'État, eh bien, quand je vois le fonctionnement d'EDF à l'heure actuelle, je me dis qu'on est dans la même situation de mensonge, de désinformation et de chape de plomb. À Dampierre-en-Burly, le vacarme a en tout cas cessé et la direction de la centrale a mis en œuvre une autre solution technique pour pallier le défaut d'étanchéité. Une solution qui fait baisser très légèrement la production d'électricité du réacteur numéro 2. Pour la réparation, il faudra attendre d'arrêter le réacteur, ce que EDF se refuse à faire en cette période hivernale. Bonsoir Pierre Boucheneau. Bonsoir. Vous avez réalisé ce dossier avec Xavier Nézé. Alors est-ce que c'est l'hiver qui a décidé EDF à ne pas arrêter ce fameux réacteur ? Alors Rebecca, il faut savoir qu'il y a 50 ans, l'État français a pris une double décision stratégique qui pèse encore lourdement aujourd'hui. D'abord, favoriser le chauffage électrique, ensuite faire en sorte que la production d'électricité soit au 3/4 vienne de l'énergie nucléaire. Ça veut dire concrètement qu'il faudrait que les réacteurs nucléaires tournent à plein régime en ce moment en plein hiver. Or actuellement, il y a 9 réacteurs sur les 58 réacteurs français qui sont à l'arrêt pour des raisons liées à la sûreté nucléaire. Alors est-ce que ces problèmes de sûreté sont plus nombreux qu'avant ? Oui, pour deux raisons. D'abord parce qu'après Tchernobyl et après Fukushima, l'État français a bien dû être obligé de prendre en compte la méfiance croissante des Français envers le nucléaire et à rehausser ses standards de sûreté. Et puis autre part parce que le parc nucléaire français, qui a plus de 30 ans d'âge, est vieillissant, il vieillit mal. Ces matériels sont sujets à la corrosion en milieu radioactif. Que peut faire l'État aujourd'hui face au vieillissement de ces centrales ? Alors là, le personnel politique qui va être au pouvoir cette année est au pied du mur. Cette fois-ci, c'est quitte ou double pour le nucléaire. Soit c'est quitte, et à ce moment-là, la France sortirait tranquillement du nucléaire et irait vers les énergies renouvelables, soit c'est double, et là, l'État devrait accéder à la demande d'EDF de prolonger son parc nucléaire. Ça a un coût,
55 milliards d'euros d'après EDF, 100 milliards d'euros d'après la Cour des comptes, et encore ces chiffres datent d'il y a quelques années, et ce serait plus encore si on en croit à Greenpeace ou sortir du nucléaire. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage très complet.